Hello Challenger, how are you doing? J'espère que vous allez bien. Moi, je me fais grâce. Et aujourd'hui, nous sommes de retour dans notre série de lecture du livre de Gary Chapman, ce grand conseiller conjugal américain qui nous fait du bien. Et le livre est intitulé Les saisons du mariage. Dans quelle saison êtes-vous? Et ça parle de différentes saisons, l'hiver, l'automne, l'été, le printemps, qui caractérise aussi les saisons dans lesquelles nos mariages peuvent se trouver. Et si c'est en hiver ou en automne, comment ranimer la flamme pour que cela soit en été ou au printemps. Si vous n'avez pas encore écouté qu'aujourd'hui est votre première fois, je vous invite à aller au tout début pour suivre les différents épisodes. Cela vous fera un énorme bien. Aujourd'hui, nous sommes à la stratégie pour améliorer la saison, à la stratégie 5. Aider votre conjoint à réussir dans la vie. Et le titre, prions. Merci Seigneur pour ce moment, pour ces cœurs connectés. Fais-nous du bien, enseigne-nous et aide-nous à pratiquer pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce que la réussite? Si vous interrogez une douzaine de personnes, vous obtiendrez une douzaine de réponses différentes. Un de mes amis a proposé cette définition. Réussir dans la vie, c'est tirer le meilleur parti de ce que vous êtes avec ce que vous avez reçu. J'aime bien cette définition. Chacun est capable d'apporter quelque chose de positif au monde qui l'environne. Tout dépend de ce que nous faisons, de ce que nous avons. Le résultat de notre vie ne se mesure pas à la somme d'argent que nous possédons, ni au statut socio-professionnel que nous avons atteint, mais plutôt à la façon dont nous utilisons nos biens et nos opportunités. On peut se servir de sa position sociale et de son argent pour aider les autres. Mais on peut également abuser de son pouvoir ou gaspiller ses ressources. Les personnes qui réussissent dans la vie sont celles qui favorisent le succès des autres. C'est également vrai dans le mariage. L'épouse qui réussit dans son mariage est celle qui consacre du temps et de l'énergie à aider son mari à exploiter pleinement son potentiel. De même, le mari qui a du succès est celui qui aide sa femme à s'accomplir comme le dit un vieux adage. Vous ne pouvez pas aider un homme à gravir une montagne à moins de vous approcher vous aussi du sommet. Je suis d'accord avec ce qu'a dit mon ami Harold Salah. À l'exception peut-être des parents qui guident leur fils dans les premières années de sa vie, personne ne contribue davantage à la réussite d'un homme que sa femme. De même, une épouse est la personne la mieux placée pour contribuer au succès de son mari ou à son échec. Je dois avouer que, au tout début de notre mariage, je ne voyais pas vraiment comment apporter de l'aide à ma femme pour qu'elle réussisse. Je pense que, dans l'ensemble, je désirais qu'elle soit heureuse dans sa vie. Mais ce qui m'intéressait surtout, c'était ce qu'elle pouvait faire pour moi. Lorsqu'elle ne se montrait pas à la hauteur de mes attentes, j'essayais de la motiver par la manipulation. Mon leitmotiv était « Je te traitais mieux si tu me traitais mieux. Je te traiterais mieux si tu me traitais mieux. » Il m'a fallu plusieurs années pour découvrir la joie d'aider Caroline à découvrir son potentiel à réussir. Mais lorsque je suis parvenue à le faire, notre couple est passé de l'hiver au printemps en quelques semaines. Par quoi doit-on commencer pour mettre en œuvre cette 5e stratégie? Il faut d'abord savoir qu'ici réside un grand paradoxe. Le chemin qui mène vers le haut passe par le bas. La vraie grandeur se manifeste dans le service et non dans l'accomplissement de ses propres objectifs. Ce principe est juste dans le mariage comme dans tous les autres domaines de la vie. La palme du meilleur mari ou de la meilleure épouse revient à celui ou celle qui a le désir de servir son conjoint. Si vous souhaitez insuffler une vie nouvelle dans votre relation, automnale ou hivernale,
ou si vous avez à cœur de protéger votre mariage printanier ou estival, je vous invite à faire l'expérience du service. Tondre la pelouse, préparer les repas, nettoyer la salle de bain, passer l'aspirateur, faire la lessive, s'occuper des enfants pour laisser un peu de temps à l'autre, laver la voiture, tailler les arbustes, résoudre les problèmes informatiques, ranger le garage. 3 points de suspension, voilà quelques exemples de services à rendre. Il m'a fallu longtemps pour m'apercevoir que le sens de la vie se trouve essentiellement dans le don et non dans l'obtention. Lorsque j'ai fini par saisir ce principe fondamental, mon mariage fut transformé. En ce qui me concerne, cette attitude de service a nécessité un profond changement de mentalité. Il a fallu que mon égocentrisme prenne le large. Une fois cette transformation opérée, il vous suffit d'apprendre comment rendre service à votre partenaire de façon à l'aider à exploiter son potentiel. 3 questions simples m'ont facilité la tâche. Lorsque j'ai été disposée à poser ces questions à Caroline et à faire ce qu'elle me suggérait, je me suis retrouvée en bonne voie pour contribuer à sa réussite. Les voici. Que puis-je faire pour t'aider? Comment puis-je te faciliter la vie? Comment puis-je devenir un meilleur mari ou une meilleure épouse? Les réponses de ma femme ont établi le programme qui a changé notre mariage à jamais. Si votre mariage est en hiver et que vous craignez d'entendre votre conjoint vous répondre, c'est trop tard. Je ne veux pas entendre parler de ça maintenant. Permettez-moi de vous proposer une approche différente. Réfléchissez aux récriminations faites par votre partenaire au cours de votre mariage. Elle révèle ses souhaits cachés. Il est possible qu'elle vous ait ennuyé à l'époque, mais à présent que vous avez adopté une attitude de service, elles vous fournissent de précieuses informations. Commencez simplement par faire et dire ce après quoi votre conjoint a soupiré pendant ces années et vous le verrez sans doute s'adoucir. Il est, somme toute, difficile de rejeter un mari ou une femme qui recherche sincèrement à vous aider. De nombreux couples m'ont fait part de leur expérience après avoir découvert ces stratégies. C'est le cas de Philippe, 37 ans, marié avec sa seconde épouse depuis 2 ans. Lorsqu'il m'a expliqué, nous sommes passés de l'automne au printemps. J'ai dû apprendre à procéder à certains changements en moi pour améliorer notre relation. Je dois continuer de découvrir ce qui est important pour ma femme et essayer de le lui offrir. Je commence à communiquer davantage, ce qui est difficile pour moi. J'avais fait passer le sport et les copains avant elle pendant un certain temps. En plus de cela, je ne lui parlais pas, mais je partageais avec d'autres ce qui aurait dû rester entre nous. Quand je me suis mis à passer des moments de qualité avec elle et à accomplir des actes qui comptaient à ses yeux, son attitude a changé. Charlène avait 48 ans et était mariée à Robert depuis 30 ans. Un des principaux facteurs de changement, m'a-t-elle raconté, a été de commencer à comprendre les besoins de mon mari. J'ai été une maman la plupart du temps et j'avais tendance à oublier que j'étais également une épouse et que mon mari avait besoin tout autant de moi que mes enfants. Je me rends compte à présent qu'il est celui avec lequel je passerai toute ma vie, ce qui n'est pas le cas ni de nos enfants ni de nos parents. La découverte des 5 langages d'amour m'a passionnée et m'a aidé à m'intéresser aux attentes de mon mari. Je continue d'apprendre à employer les paroles valorisantes car je sais qu'elles lui sont nécessaires. Mon mari a quant à lui compris que j'avais besoin qu'il passe plus de temps avec moi et qu'il me rende certains services. Il a appris à me parler davantage. Grâce à ses compliments et à sa patience, je suis devenue beaucoup plus heureuse. Notre mariage a vraiment quitté l'hiver pour le printemps. Charlène et Robert ont découvert la joie de s'aider mutuellement à s'épanouir. De quelle façon concrète pourriez-vous aider votre conjoint à s'accomplir? La meilleure réponse à cette question ne peut venir que de lui, mais permettez-moi de vous soumettre quelques suggestions que d'autres couples ont trouvées extrêmement utiles. Sous-thème, l'encouragement. L'un des moyens les plus efficaces d'aider votre conjoint est de lui adresser
des paroles d'encouragement. Le verbe encourager signifie donner du courage. Il existe pour chacun de nous des domaines dans lesquels nous manquons d'assurance, ce qui nous empêche souvent d'accomplir les actions que nous aimerions mener à bien. Votre conjoint a peut-être des capacités latentes qui n'attendent que vos paroles d'encouragement. Un couple qui était interviewé à l'occasion de son 50e anniversaire de mariage, on a posé la question: à quoi attribuez-vous le succès de votre longue union? Le mari a répondu: Sarah était la première jeune fille que j'ai fréquentée. Quand je lui ai demandé sa main, j'étais mort de frousse. Mais après la cérémonie de mariage, son père m'a pris à part, il m'a tendu un petit paquet et m'a dit: tout ce que tu as réellement besoin de savoir se trouve là-dedans. La question qui a évidemment fusé est: et qu'est-ce qu'il y avait dans ce paquet? Plongeant la main dans sa poche, l'homme en a ressorti une montre en or et a dit ceci. Sur le cadran de la montre, qu'il pouvait voir une douzaine de fois par jour, était écrit: dis quelque chose de gentil à Sarah. Voilà, dit-il, la clé de notre mariage. La vie se révèle parfois difficile, mais lorsque des paroles positives nous seront adressées, nous nous sentons encouragés à poursuivre nos rêves. Quand un homme ne parvient pas à obtenir une promotion au travail, il peut avoir l'impression d'être un raté. Mais si sa femme lui dit: tu es toujours le numéro 1 pour moi, il trouve le courage de passer outre sa déception et de continuer. Au cours d'un concert, j'ai entendu Julia chanter. Après la représentation, je l'ai félicitée pour la qualité de sa prestation. C'est à mon mari que je le dois, m'a-t-elle affirmé. Comment cela, ai-je interrogé. Il y a 6 ans, j'ai formulé le désir de prendre des cours de chant. J'en avais toujours rêvé à l'époque. Nous étions mariés depuis 4 ans et avions 2 enfants en bas âge. Lorsque j'ai parlé de mon idée à mon mari, il m'a dit: fais-le, je m'occuperai volontiers des enfants. Tu as une très belle voix. Il faut que tu développes ce talent. Quel mari formidable vous avez, ai-je commenté. C'est le meilleur, m'a assuré Julia. Il est possible que votre conjoint ait des attitudes inexploitées dans un ou plusieurs domaines. Ce potentiel attend sans doute vos encouragements. Votre femme a peut-être besoin de prendre des cours pour développer ses capacités. Votre mari devrait peut-être rencontrer certaines personnes qui ont réussi dans le secteur qui l'intéresse et qui pourraient lui donner des conseils sur la marche à suivre pour progresser. Vos paroles peuvent lui fournir le courage dont il ou elle a besoin pour faire le premier pas. La plupart d'entre nous avons des capacités jamais développées. Ce qui nous retient le plus souvent, c'est le manque d'audace. Un conjoint aimant peut apporter ce catalyseur essentiel. Sous-thème: le soutien concret. Le mari de Julia ne lui a pas seulement adressé des paroles encourageantes, il a également entrepris de la soutenir concrètement, ce qui constitue un second moyen d'aider son conjoint à réussir. En plus d'accepter de garder les enfants une fois par semaine, pendant que Julia prenait ses leçons de chant, il a permis que les revenus de la famille soient utilisés pour la réalisation de son rêve. Dans mon cabinet, j'entends très souvent des maris et des femmes se plaindre d'avoir un conjoint qui ne les soutient pas. Ils ajoutent parfois: j'ai l'impression qu'ils travaillent contre moi plutôt que pour moi. Je dois cependant admettre que parfois cette allusion au manque de soutien est une autre façon de dire: mon conjoint n'accepte pas toutes mes idées folles. Certains individus sont des rêveurs qui ne rattachent jamais leurs rêves à la réalité. Ils se lancent dans une entreprise perdant des milliers d'euros et n'arrivent pas à comprendre ensuite que leur conjoint soit réticent à se lancer dans une nouvelle aventure avec eux. Même si votre partenaire est un rêveur irréaliste, il existe des moyens de le soutenir. Je ne vous demande pas de l'aider dans une tentative vouée selon vous à l'échec. Mais vous pourriez par exemple lui dire: je souhaite plus que tout te
te vois réussir dans la vie. Cela m'encourage que tu aies des rêves. En même temps, je n'ai pas envie que tu connaisses un nouvel échec. C'est pourquoi je vais te soutenir pleinement concernant cette idée. Mais je vais te demander de consulter au préalable un banquier ou une autre personne compétente avant de te lancer dans cette aventure. Je sais que si tu continues de t'occuper d'affaires qui échouent, tu risques à la longue de te décourager. Je ne veux pas que cela se produise. Je veux que tu réussisses. Alors prenons autant d'avis éclairés que possible en premier lieu. Ensuite, lançons-nous ensemble ou décidons de ne pas franchir le pas du tout. Par ces propos, vous exprimez votre souhait de soutenir votre conjoint de la manière la plus responsable qui soit. Le soutien concret est souvent ce qui fait la différence entre le succès et l'échec. Si votre femme dit vouloir participer à un programme d'amaigrissement, ne lui retorquez pas comme l'a fait un mari un jour. On ne peut pas se le permettre. Et si tu arrêtais tout abonnement et tout simplement de manger? Cette attitude négative n'a pas uniquement détruit le rêve de cette femme, elle a également mis fin à leur mariage. Contribuer à la réussite de votre conjoint nécessite du temps, de l'énergie, des efforts et peut-être des sacrifices. Je serai pour toujours redevable à ma femme du soutien qu'elle m'a apporté à l'époque où j'ai repris le chemin de l'université. Elle s'est occupée de notre petite fille pendant que je travaillais à temps partiel et que j'étais en cours. Notre budget était extrêmement serré pendant 3 ans. Elle ne s'est jamais acheté la moindre paire de chaussures ou la moindre robe. Ces sacrifices m'ont permis d'obtenir mon diplôme. Je veux croire que ma réussite, qu'elle soit, lui a procuré beaucoup de sacrifices, sachant qu'elle est largement responsable. Quels sont les souhaits que votre conjoint a déjà exprimés? Quelle action de votre part serait nécessaire pour que ces rêves se réalisent? Pourquoi ne pas manifester votre désir de soutenir votre conjoint en l'encourageant verbalement et en agissant? Peu de choses vous donneront une joie plus grande que celle de voir celui ou celle que vous aimez exploiter tout son potentiel dans un noble but. J'ai rencontré récemment un homme dont la femme est oratrice. J'ai abandonné mon emploi pour pouvoir l'accompagner dans ses déplacements, m'a-t-il raconté. Je m'occupe de ses livres, de ses cassettes et de ses bagages. Ma plus grande joie est de la voir faire ce qu'elle aime le plus. Voilà un mari qui a découvert le bonheur d'aider son épouse à réussir. Sous-thème, le soutien émotionnel. Un troisième moyen concret de travailler à la réussite de votre conjoint consiste à lui accorder votre soutien émotionnel. Nos émotions positives ou négatives sont un véritable atout dans la vie. Comme tout serait morne si nous n'étions pas capables de ressentir. Essayez d'imaginer que vous regardez un coucher de soleil, un match de football ou l'océan et que vous n'éprouvez aucune émotion. Nous serions moins que des humains si nous n'avions pas de sentiments. Contrairement à nos pensées, que nous pouvons le plus souvent contrôler, nos émotions ne sont pas aussi facilement gérables. Les sentiments sont des réactions spontanées, intérieures, personnelles, à ce qui nous entoure ou à ce qui nous est arrivé dans le passé. Ressentir est aussi ordinaire que respirer. Et pourtant, beaucoup de gens parlent des sentiments comme de leurs ennemis. Pourquoi nous dressons-nous contre nos émotions? Peut-être avant tout parce que nous avons vu tant d'autres gens suivre leurs sentiments et aboutir à une impasse. Ils ont agi comme ils en avaient envie et ont ainsi fait souffrir tous ceux qui les entouraient. Une autre raison à la méfiance que nous inspirent nos émotions est leur caractère changeant. Elles nous font planer, puis nous laissent retomber. Les hauts ne durent pas et les bas semblent s'éterniser.
Nous en concluons donc que les émotions ne sont pas fiables et que nous ne devons pas dépendre d'elles si nous voulons réussir. Si nous considérons nos émotions comme des ennemis, c'est peut-être principalement parce que les sentiments négatifs ne reflètent guère l'être joyeux que nous aimerions être. La colère, la peur, la déception, la solitude, la frustration, la dépression et la tristesse n'entrent pas dans le cadre stéréotypé d'une vie de succès. Pourtant, les émotions ne sont pas intrinsèquement bonnes ou mauvaises. Elles sont moralement neutres. C'est ce que nous faisons en réaction à elles qui sera bon ou mauvais. Les émotions sont des outils qui servent à nous orienter. Qu'elles soient négatives ou positives, elles sont bonnes. Et si elles nous poussent dans une direction constructive, les émotions sont en elles-mêmes neutres. C'est leur résultat qui en déterminera la valeur. De nombreuses personnes ont tendance à nier leurs sentiments quand ils ne sont pas positifs. D'autres essaient de les mettre en veilleuse et de ne pas en tenir compte. Mais il est beaucoup plus utile de les identifier et de les accepter, puis de chercher un moyen constructif de réagir. Les sentiments sont comme un thermomètre. Ils nous disent si nous sommes chauds ou froids, si tout va bien ou pas très bien, si tout va bien ou pas très bien. Si tout va bien, nous pouvons nous réjouir. Si nos émotions nous disent le contraire, nous devons prendre des mesures pour améliorer la situation. Apporter un soutien émotionnel à votre conjoint commence par le fait de lui permettre d'avoir des émotions positives et négatives. Cela signifie se réjouir des premières et admettre les secondes. Nos personnalités étant différentes, l'exercice peut nous paraître difficile. Je me souviens d'une dame qui m'avait dit dans mon cabinet, je ne comprends pas mon mari. Notre bébé est malade depuis 3 mois. Ma mère lutte contre un cancer. Il n'est absolument pas certain d'avoir un avenir dans son entreprise. Et pourtant, il est rentré à la maison tout excité parce qu'il avait obtenu une augmentation de 70 € par mois. À cause de sa propension à se focaliser sur les aspects négatifs de la vie, cette épouse avait du mal à se réjouir de l'humble succès de son mari. Au lieu de cela, elle lui a lancé la belle affaire. Si tu perds ton emploi dans 3 semaines. Il l'a alors injurié en lui reprochant son caractère pessimiste. Puis, il a quitté la pièce. Il est demeuré silencieux tout le reste de la soirée. La situation aurait été totalement différente si elle l'avait soutenu en disant par exemple, chérie, c'est formidable. Cela doit vouloir dire qu'ils sont contents de ton travail. Je suis fière de toi. Quoi qu'il puisse se produire à l'avenir en célébrant son modeste succès. Elle l'aurait motivé à rechercher une amélioration plus importante encore. En soutenant émotionnellement son mari, elle l'aurait aidé à réussir. Quand votre conjoint ressent des émotions négatives telles que la colère, la déception, la déprime ou la tristesse, vous pouvez le soutenir en reconnaissant ses émotions et en lui déclarant que vous croyez en lui. Myriam est rentrée chez elle après avoir vu le médecin et a annoncé à Michael, son mari, le docteur a dit que je risquais de perdre le bébé. Nous ne le saurons pas avant 1 ou 2 semaines, mais ça n'a pas l'air de bien se présenter. Je me sens terriblement découragée. J'avais espéré que cette fois, tout irait bien. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi. Elle se sentait déçue, frustrée et triste. Et elle s'estimait responsable de cet échec. Si Michael veut la soutenir émotionnellement, il peut lui dire « Je peux comprendre que tu sois déçu, je le suis moi aussi. C'est frustrant après toutes nos tentatives, mais quand tu dis « Je ne sais pas ce qui ne va pas chez moi », tu as l'air de t'accuser. J'imagine que si j'étais à ta place, je ressentirais la même chose. Mais je veux que tu saches que ce n'est pas ainsi que je vois la situation. Je pense que tu as agi comme il fallait. Nous devons rester confiants. Sache que je t'aime et que je traverserai cette épreuve avec toi.
En parlant ainsi, Michael soutient Myriam. Il lui donne le droit d'éprouver de la déception et de la tristesse. Il reconnaît ses sentiments en essayant de se mettre à sa place. Il lui donne aussi honnêtement son point de vue et l'assure de son soutien quoi qu'il arrive. Voilà ce qui fait souvent la différence entre le succès et l'échec dans un couple. Sous-thème, le respect. Un quatrième moyen d'encourager la réussite de son conjoint est de faire preuve de respect envers lui. Comme tout être humain, nous méritons que notre dignité soit reconnue. Si certaines paroles et certains actes nous blessent, d'autres nous font grandir. Le respect commence par cette attitude. Je reconnais que tu es un être d'une très grande valeur. Nous avons tous des aptitudes et des dons. C'est pourquoi je te respecte en tant que personne. Je ne dénigrerai pas ta valeur en t'adressant des critiques sur ton intelligence, ton jugement ou tes sentiments. Je chercherai à te comprendre et à t'accorder la liberté de penser différemment de moi et de ressentir des émotions que je ne ressens pas. Donner une première marque de respect à votre partenaire lui permettra de vous accorder une confiance plus totale. Cela n'implique pas que vous soyez d'accord en tout avec votre conjoint. Vous devez lui laisser le droit d'être autre, un individu à part entière. Il n'existe pas deux êtres humains dont les pensées et les sentiments seraient parfaitement identiques. Une attitude respectueuse dira « c'est une façon intéressante de voir les choses » et non pas « je n'ai jamais rien entendu de plus stupide ». Je suis parfois ébahie par le comportement inhumain de certains époux entre eux. Je me souviens d'un homme qui avait dit à sa femme « j'ai du mal à croire que tu aies pu faire des études supérieures alors que tu réfléchis avec aussi peu de logique. » Ce genre de déclaration dégradante fait naître l'animosité au lieu de l'estime. Respecter son partenaire consiste à rechercher et souligner les dons qui n'appartiennent qu'à lui. C'est lui donner la possibilité d'être lui-même, de penser et de ressentir comme tel. Une femme ne s'attend pas à ce que son mari soit d'accord avec elle en permanence, mais elle ne s'attend pas non plus à ce qu'il qualifie ses idées de stupides. Et si l'époux sait qu'il n'a pas toujours raison, il ne veut pas non plus qu'on le traite de menteur. Nous pouvons exprimer notre désaccord respectueusement. Chérie, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je sais qu'il doit y avoir de bonnes raisons pour que tu vois les choses ainsi. Quand tu auras le temps, j'aimerais que tu m'exposes ton point de vue en détail. Chérie, je suis désolée que cela t'ait blessé. Ce n'était pas du tout mon intention. On peut en parler. Voilà des échanges harmonieux qui rendraient la vie du couple plus heureuse. Quelle que soit la saison de votre relation, lorsque vous découvrirez la joie d'aider votre conjoint à réussir, vous commencerez à établir ou à restaurer les bases de la santé émotionnelle, du respect, du soutien et de l'encouragement dans votre mariage. Le succès mutuel des conjoints est l'une des grandes joies du couple. Ainsi prend fin la lecture de ce jour sur la stratégie numéro 5, qui fait partie des 7 stratégies pour améliorer les saisons de votre mariage. Et la stratégie était dénommée « Aider votre conjoint à réussir dans la vie ». Et l'auteur nous a donné des stratégies pour nous aider à y arriver. C'est avec joie que je vous ai servi. Moi, c'est Souveraine. Rendez-vous dans le prochain épisode, la stratégie numéro 6, où nous parlerons de tirer parti de vos différences. N'hésitez pas à partager, à laisser des liker, à laisser des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et de rejoindre cette grande communauté que j'appelle les fidèles challengers, les challengers. Rendez-vous dans le prochain épisode. Shalom.